Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle pour une fois on va parler de couleur et non pas de papier. Vous savez, le papier c'est ma marotte, mais pour une fois celle-ci elle est dédiée à la couleur et plus précisément à l'aquarelle. Je vous montre tout de suite la palette que j'ai utilisée. Ce sont donc des Mijello Fusion 24. Alors Mijello, vous les voyez chez absolument tous les youtubeurs qui font de l'aquarelle. Mais pas ce modèle-ci, c'est un autre modèle qui est souvent préféré parce qu'ils ont des zones de mixage comme on appelle. Des zones pour pouvoir mélanger la peinture beaucoup plus grandes, mais moi ça m'intéressait pas tellement puisque vous le savez je n'aime pas mélanger mes couleurs, donc ce qui m'intéressait c'était plutôt d'avoir des puits, ces genres de godets assez grands pour pouvoir mettre un petit peu de peinture et ensuite pouvoir la diluer en rajoutant de l'eau. Donc c'est pour ça que vous me voyez là en mettre juste un petit peu, c'est largement suffisant, vu que l'aquarelle vous le savez c'est une technique qui s'utilise avec de la peinture concentrée et qu'on dilue ensuite, donc c'est amplement suffisant, puis ça me laisse tout le reste de la place pour pouvoir faire après mes dégradés. Donc, aujourd'hui, vous l'aurez compris au titre, on va parler de la palette personnalisée. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup regarder chez les autres artistes qui font de l'aquarelle. J'aimais beaucoup voir leurs vidéos où ils créaient leur palette, mais j'en voyais pas réellement l'utilité. C'est-à-dire que j'aimais les visuels, particulièrement ces parties-là où on voit sortir la peinture, j'adore. Mais par contre, je voyais pas l'intérêt, je comprenais pas la nécessité. Voilà, disons plutôt ça. Peut-être qu'il a fallu que j'ai un peu plus d'expérience avec l'aquarelle pour que vraiment je comprenne, puisque l'aquarelle, vous le savez, j'ai commencé l'année dernière. Donc ça fait pas tellement longtemps que j'en fais. Et j'avais déjà essayé il y a très très longtemps, quand j'avais commencé dans ma jeune vie d'adulte à avoir un peu les moyens de m'acheter du matériel. J'avais testé plein de choses évidemment pour trouver la bonne technique, celle qui me convenait, et j'avais détesté l'aquarelle parce que j'avais eu cette logique de prendre du matériel pas trop cher en me disant si ça me plaît, là je pourrais investir dans du matériel de meilleure qualité, mais si ça me plaît pas, bah au moins j'aurais pas gaspillé d'argent, donc je serais pas dégoûtée d'avoir investi dans une technique qui me plaît pas. Erreur fatale, puisque je me suis retrouvée avec du matériel de merde. Alors ça franchement c'est un truc à pas faire, hein. Quitte à essayer une technique, achetez pas beaucoup mais de bonne qualité, parce que sinon vous vous retrouvez avec du matériel qui en fait fonctionne pas, et c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis retrouvée avec une aquarelle qui n'arrivait pas à se superposer, alors que l'aquarelle c'est une technique qu'on utilise en couche, donc problème. Quand les pigments se mélangeaient, ça faisait un espèce de jus dégueulasse immonde. Et en plus, j'avais ce rendu de gouache de mauvaise qualité, une espèce de truc crayonneux horrible. Donc c'est ce qui m'a fait me détourner de l'aquarelle. Et heureusement, 15 ans après, j'y reviens. Mais avant d'aller plus avant, je vais vous faire le descriptif un petit peu plus poussé des couleurs que j'ai décidé d'utiliser pour ma palette. Comme ça, si elles vous plaisent, vous pourrez les acheter à votre tour. On commence avec le jaune citron Winsor de chez Winsor & Newton. Bon, jaune citron, vous savez que j'utilise pas beaucoup de jaune, mais c'est quand même bien pratique pour faire les cheveux blonds. Et puis bon, c'est une couleur basique, on peut juste pas s'en passer. Là, on a l'or quinacridone de chez Daniel Smith. C'est une couleur qui est très aimée chez les aquarellistes. Je le voyais partout chez tous les youtubeurs. Et finalement, depuis que je l'ai, j'en suis effectivement amoureuse, parce que vous voyez, c'est un jaune qui, comme son nom l'indique d'ailleurs, ressemble à de l'or, sauf que bien sûr, elle n'est pas du tout irisée, mais elle est idéale pour tout ce qui est cheveux blonds ou métal doré. Ensuite, j'ai mis le orange Winsor de chez Winsor & Newton. Alors ce orange là, j'en suis un peu revenue parce que je le trouve très joli, mais là la peinture est fraîche et je me suis vite rendu compte qu'en fait il était assez palichon comme orange. Du coup plus tard j'ai rajouté un orange un peu plus péchu. Ensuite, nous avons le quinacridone corail de chez Daniel Smith, et pour autant que je sache, ils sont les seuls à faire cette couleur. Donc, comme son nom l'indique, c'est une couleur corail, un rouge, un peu rose, un peu orangé. Vous allez voir qu'à partir de là, j'ai fait une case sur deux parce que je me suis rendu compte en haut que les couleurs avaient, dès que je déborde un petit peu, les couleurs se mélangent. Donc, à partir de là, j'ai commencé à faire attention et j'ai complété après en revenant une fois que c'était sec. Donc là, je saute une case. Et je passe au carmin alizarine de chez Winsor & Newton. Alors le carmin alizarine, bizarrement, il n'est pas très apprécié des aquarellistes. A priori, il n'est pas très résistant à la lumière, il est trop transparent, il se comporte pas très bien avec les autres pigments. Bon, moi comme je le dis souvent, je mélange pas, donc il me pose aucun problème. Et vous voyez, je l'ai mis parce que c'est un rouge très profond, qui du coup fait bien ressortir le corail. Là on voit bien que c'est un rouge un petit peu rose, un petit peu orangé. Ensuite,
Nous passons aux couleurs qui commencent à devenir très intéressantes, puisque nous avons le jaune brillant. Alors celui-ci c'est celui de Old Holland, ils en ont deux différents, ils en ont un peu plus rose, mais bon le principe de la palette personnalisée c'est qu'on on fait un choix dans les couleurs, et donc j'en ai choisi qu'un sur les deux, et celui-ci donc c'est ce que je considère moi comme une teinte chère, et donc il n'est pas disponible, le jaune brillant c'est pas toutes les marques qui le font, les marques qui le font c'est les marques qui sont plus orientées vers les illustrateurs, par exemple vous en trouverez pas chez Winsor & Newton. Par contre vous trouvez cette très jolie couleur qui s'appelle le rose doré, en français dans le texte, et qui est une couleur un peu saumon, un peu flamant rose, et que j'utilise beaucoup pour le blush, et pareil c'est une couleur que j'ai jamais vue chez les autres, mais il ressemble pas mal au Shell Pink dans d'autres marques. Ensuite, nous avons le lac de pourpre royal, un nom bien suranné pour une couleur qui selon moi ressemble tout simplement à du magenta, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est parce qu'il me fallait du rouge primaire, puisque bon bah voilà ça fait partie des couleurs qu'on est bien obligé d'avoir. Ensuite nous avons le terre de sienne brûlé de chez Winsor & Newton, couleur on ne peut plus classique, qu'on trouve dans absolument toutes les palettes de base, qui est donc ce marron très clair un peu orangé, c'est pas mal pour faire les peaux un petit peu mates. Ensuite, on a le terre d'ombre brûlé, donc le mien c'est celui de Daniel Smith, mais là encore c'est une couleur classique. Quand je dis couleur classique, c'est-à-dire que c'est des couleurs qu'on retrouve dans un peu toutes les marques et qui en général du coup sont faites avec les mêmes pigments, et donc vous pouvez prendre dans cette marque ou dans une autre, vous retrouvez toujours plus ou moins la même teinte. Par exemple, si vous n'avez pas de Daniel Smith, vous pouvez prendre chez Winsor & Newton, ce sera la même couleur, ou chez Sennelier, n'importe. Ensuite, là je passe à une couleur qui s'appelle la teinte neutre, et dont j'avais pas grande utilité au début, enfin je comprenais pas ce que c'était teinte neutre, c'est avoué que c'est un petit peu étrange comme nom, et tout ça pour dire que c'est du noir en fait, mais c'est du noir très froid. Alors évidemment là quand vous voyez à l'écran, on n'a pas l'impression qu'il est spécialement froid, on voit juste du noir. Celui-ci c'est celui de Winsor & Newton, mais ils sont censés tous se ressembler un petit peu. Et en fait, vous verrez après, avec les autres couleurs en comparaison, une fois qu'elles seront posées à côté, que là on voit que c'est un noir qui est très froid, mais bon, pour l'instant ça se voit pas trop. Là on passe à une couleur que j'adore, et qui doit être une de mes favorites, puisque j'utilise dans absolument tous mes dessins, et qui est le violet d'ombre, Shadow Violet, de chez Daniel Smith, et c'est une couleur qui n'existe que chez eux, et ça fait partie de leurs couleurs qui ont plusieurs pigments qui se détachent quand on les utilise, donc c'est magnifique, c'est un gris violet rose bleu, donc sublime. Là on a le brun Vandyck de chez Mijello, et qui est le marron quasiment le plus foncé qui existe, donc pareil très important pour les cheveux et aussi pour les peaux foncées. Et pour les décors également, il est vraiment très utile, donc voilà, je me devais de l'avoir dans ma palette. Ensuite, on passe à une autre couleur spécifique à Daniel Smith, et qui est encore une couleur qui se défait en plusieurs pigments, c'est vraiment très beau, et c'est le clair de lune, qui est donc un gris bleu et violet, et que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est effet métal, genre les lames d'une épée ou l'argent, ce genre de choses. On reste chez Daniel Smith avec cette couleur, ce rouge incroyable, intense, qui s'appelle le rouge pyrrole, et qui, pour autant que je sache, n'existe que chez eux. Regardez-moi ça, on dirait que quelqu'un s'est ouvert les veines et a rempli les tubes avec son sang. Il est vraiment fantastique, et il est tellement vif qu'il y a des fois je sais même pas comment m'en servir. Bref, il est vraiment très beau et indispensable. Ensuite, on revient sur les teintes chères avec toujours Old Holland, et là c'est leur couleur pour le coup teinte chère, et comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus rose que le jaune brillant, donc ça permet d'avoir une petite variation dans les personnages qui ont la peau claire, qu'ils n'aient pas tous la même couleur de peau. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on continue avec une couleur très classique qu'on trouve dans toutes les marques et que moi j'ai chez Daniel Smith, qui est le rose de Garance. Et je me suis assez vite rendu compte qu'en fait il est très proche c'est pas identique, mais il est très proche du magenta qui est juste à côté. Du coup, je pense que quand j'aurai fini l'un des deux, je remplacerai par une couleur qui n'a rien à voir, puisque là, ils se font un petit peu concurrence. Ensuite, nous continuons avec Old Holland et leur ocre chair. Alors Old Holland, ils sont au taquet avec les teintes chères, ils tirent bien leur épingle du jeu. Donc cet ocre chair, on dirait
soit de l'orange foncé, soit du marron désaturé, comme vous voulez. Enfin, en tout cas, comme son nom l'indique, il est très bien pour foncer les couleurs de peau. Donc c'est à ça qu'il me sert et c'est pour ça que je tenais absolument à le garder sur ma palette personnalisée. Ensuite, on passe à une couleur que j'ai trouvée chez Mijello et je pense qu'elle existe mais sous différentes appellations selon les marques. Donc ça rend le truc un petit peu compliqué à trouver. Mais en tout cas, c'est le brun rouge chez Mijello et je sais qu'il s'appelle marron permanent chez Daniel Smith. Et donc vous voyez, après c'est à vous d'essayer de trouver les bons équivalents selon la marque. Bon, comme vous voyez, c'est un marron qui est très chaud, qui est parfait pour moi en tout cas, pour tout ce qui est peau des personnages peau foncée. Et on voit bien d'ailleurs comparé aux deux qui sont à côté, le terre de sienne et le terre d'ombre, à quel point il est beaucoup plus rouge, beaucoup plus intense au niveau de la couleur. Ensuite, chez Sennelier, j'ai pas beaucoup de couleurs, mais j'ai cette couleur qui est une couleur très classique et qui est le gris de pen. Donc c'est un gris qui est très froid et là c'est comme avec le teinte neutre, selon la couleur qui est à côté, soit il vous paraît bleu, soit il vous paraît gris. Si vous le mettez à côté du bleu, il va vous paraître gris et si vous le mettez à côté du gris, il va vous paraître bleu. Bref, c'est un gris très froid. On enchaîne avec une couleur que j'adore et qui est le Caput Mortuum de chez Winsor & Newton, mais toutes les marques dignes de ce nom ont cette teinte qui est très granuleuse et qui est, comme vous pouvez le voir, un marron qui tire sur le rouge, sur le bordeaux très foncé. Et je voulais prononcer à la Mateusz Urbanovic parce qu'à chaque fois qu'il utilise cette couleur, il le dit comme ça et ça nous fait tous bien rigoler. Enfin, nous avons le gris chaud de chez Sennelier et c'est un gris qui pour moi ressemble à du beige en fait, tout simplement. Après là, c'est un petit peu spécial puisqu'il s'agit du bleu lunaire de chez Daniel Smith. Et en fait, c'est une couleur qui, je me suis rendu compte qui ressemble beaucoup au gris de pen, à la différence près que le bleu lunaire, il se sépare en plusieurs pigments, donc il est différent au niveau de la texture, mais grosso modo, il est trop proche du gris de pen pour que ça justifie que j'ai les deux, et du coup, je l'ai enlevé et je l'ai remplacé par de l'indigo. Et pour finir, on a le noir classique qu'on trouve dans toutes les palettes, et qui est le noir d'ivoire, donc le mien c'est celui de Old Holland. Et là, pour le coup, vous vous rendez vraiment compte qu'à côté du teinte neutre, il y a une vraie différence, puisque le noir d'ivoire est beaucoup plus chaud. C'est parti pour la deuxième palette, et on commence avec ce magnifique lilas de chez Mijello, qui est, comme toutes les couleurs pastel, assez opaque. Et j'aime beaucoup la Mijello parce qu'on dirait en fait de la gouache ultra onctueuse. Vraiment très agréable à utiliser. Là, on a le violet périlène. Alors le mien, c'est celui de Winsor & Newton, mais c'est une couleur classique. Et là, c'est pareil. Selon la couleur qui est à côté, soit elle va vous paraître, si vous mettez à côté du rouge, il va vous paraître violet. Et si vous mettez à côté du violet, il va vous paraître rouge, puisque c'est un juste équilibre entre les deux. Ensuite, on passe à une couleur qui existe dans plusieurs marques, pas très répandue mais qui existe dans plusieurs marques, mais c'est chez Daniel Smith que je l'ai trouvé la plus belle, et c'est le Quinacridone pourpre. Alors c'est un violet mais qui est vraiment... je sais pas si c'est juste sa texture qui fait que je trouve aussi jolie, ou si c'est cette teinte vraiment bien vive. Enfin, en tout cas, je le trouve vraiment très beau comme violet. Après, on passe à une autre spécificité de Daniel Smith, qui sont ses couleurs véritables. J'en ai plusieurs, mais sur la palette, j'ai dû faire des choix. Mais j'ai évidemment mis la toute première couleur que j'ai achetée chez eux, et qui est l'améthyste véritable. Donc l'améthyste véritable, vous l'aurez compris, c'est-à-dire que le pigment, c'est de l'améthyste. Et l'améthyste, c'est une pierre qui est d'un violet sombre avec une sous-teinte de gris. Exactement ce que vous voyez là. Et donc il n'existe aucun équivalent dans aucune autre marque. Il faut savoir que Daniel Smith a un brevet déposé pour tout ce qui est l'utilisation des pigments véritables. C'est pour ça que ça existe que chez eux, la plupart. Il y a certaines couleurs qu'on peut trouver ailleurs, mais assez rares. Là, on a une couleur très classique puisqu'il s'agit du bleu de Prusse. Et le mien, c'est celui de Winsor & Newton. Ensuite, on continue avec du bleu. Et c'est un bleu que j'aime vraiment beaucoup, le bleu Scheveningen clair. Alors je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, je l'ai vu chez Old Holland. Et il est assez lumineux, c'est un bleu un peu pastel quoi, il est vraiment très joli. Et toujours dans les teintes pastel, on passe au vert melon de chez Mijello, une couleur que j'ai vue que chez eux et que j'aime beaucoup.
De toute façon, vous allez vite vous rendre compte qu'au niveau des verres, j'ai apparemment un souci psychologique. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et je vous dis pas, au fur et à mesure, j'en ai rajouté. Et là, vous voyez que le strict minimum, mais c'est parti complètement cacahuète. Enfin bref. Donc voilà, mon vert pastel. Ensuite, là, on a une couleur super qui sont, je crois que je vous en avais déjà parlé, les couleurs crépuscule. Donc là, c'est le vert crépuscule de chez Van Gogh. Van Gogh, c'est la seule marque de qualité étude que j'ai. Et ce sont des couleurs avec du noir mélangé, ce qui leur donne cette pigmentation très particulière. Et c'est vraiment, vraiment bien, notamment pour faire les fonds. J'en ai 3 de chez eux. Là, c'est le premier que vous voyez, mais j'en ai 2 autres que vous verrez ensuite et que j'aime vraiment beaucoup. Là, on revient à Daniel Smith et à leurs couleurs un petit peu particulières, celles qui ont plusieurs pigments qui se détachent et qui donnent des nuances. Celui-ci, c'est le vert sous-marin, qui est donc un genre de vert olive, mais avec des nuances de bleu foncé à l'intérieur. C'est très joli. Ensuite, ce vert-là, vous m'avez vu l'acheter, je l'avais pris chez Cultura. C'est l'oxyde de chrome de chez Winsor & Newton, qui, comme son nom l'indique bizarrement, est donc un vert assez un peu éteint, mais qui est très, pour moi, qui paraît très végétal. Là, on arrive à une couleur extraordinaire, comme toutes les couleurs de Daniel Smith, j'ai envie de vous dire. Et c'est une couleur véritable, puisque c'est de la patite verte. En fait, ce que j'aime beaucoup avec les couleurs véritables, c'est qu'elles ont par nature des nuances dans leur pigment. Donc là, vous voyez, c'est du vert qui est très foncé, puis tantôt un peu jaune, et puis un peu bleu. Enfin, c'est vraiment très beau. Ensuite, là, on a une couleur qui porte un nom très bizarre, qui est le style de grain brun de chez Sennelier, que j'avais acheté en même temps que l'oxyde de chrome, et qui est, pour moi, ça ressemble beaucoup à du green gold, donc du jaune vert. Là, mes couleurs ont séché, je peux continuer et je reviens à Van Gogh et ses couleurs crépuscules avec là le rose crépuscule, donc du rose avec du noir à l'intérieur et qui donne cette espèce de violet très foncé. En fait, on dirait la couleur du dessous mais en version foncée. Voilà. Une autre couleur véritable de chez Daniel Smith que j'adore et qui est le sugilite, qui est donc une pierre. D'ailleurs, la teinte est irisée, même si c'est pas volontaire, c'est simplement parce que c'est une pierre cristalline qui est d'un violet très pâle et un peu gris. Ensuite là on a le dioxazine violet de chez Old Holland. Donc pour moi c'est du violet foncé, c'est une couleur qu'on trouve dans plein de marques. Pour le coup celui-ci il est assez facile à trouver. Et je l'ai mis parce que ça me paraît quand même important d'avoir ce violet classique entre guillemets dans ma palette. Ensuite, là on a mon bleu préféré, le mien je l'ai pris chez Daniel Smith parce que comme ça moi j'étais sûre qu'il serait magnifique. Et c'est le bleu intentraine. Ensuite, j'ai un autre bleu de chez Winsor & Newton et qui est un bleu qui m'a réservé quelques surprises à l'utilisation. Puisqu'en fait il s'agit du bleu du français ultramarine. Et alors celui-ci en fait je m'en suis pas du tout rendu compte parce que je m'en étais toujours servi par petites touches et c'est une couleur dont je me sers pas particulièrement de toute façon. Mais en fait il est hyper granuleux, vraiment très très granuleux, donc voilà, vous êtes prévenus à utiliser avec parcimonie. Ensuite on a une autre sublime couleur de chez Daniel Smith, vous devez en avoir marre que je dise ça mais que dire d'autre, c'est le turquoise ultramarine, le turquoise outre-mer pardon en français. Et donc c'est un turquoise mais avec des pigments qui se séparent, tantôt en vert, tantôt en bleu foncé. Et c'est super beau à voir en vrai, c'est vraiment très joli. Alors là on a une couleur, le vert de Prusse. Alors le mien vient de chez Mijello. Théoriquement le vert de Prusse, ça ressemble pas vraiment à ça. J'aurais dû le prendre chez Daniel Smith parce que je sais que chez Daniel Smith c'est la couleur parfaite, le vrai entre guillemets vert de Prusse, mais selon les marques il peut être un peu turquoise comme celui-ci, du coup il fait un peu doublon avec mon turquoise outre-mer, donc je pense qu'à l'avenir je le renouvellerai pas, je choisirai qu'un des deux parce que normalement il devrait être beaucoup plus sur le vert que turquoise. Bref, là on passe à Van Gogh avec la dernière couleur crépuscule que j'ai chez eux et qui est le jaune crépuscule. Donc du jaune avec du noir à l'intérieur. Là, on a le vert feuille de chez Mijello
et il paraît peut-être un petit peu jaune à l'écran, mais bon, évidemment, vous l'aurez compris, c'est du vert qui tire sur le jaune, mais qui est quand même beaucoup plus vert. Là, on a une autre couleur véritable de chez Daniel Smith, et c'est le serpentine. Et le serpentine, c'est un vert assez clair avec une sous-teinte orange marron, c'est très très joli. Et là, on a la dernière couleur qui est le vert d'ombre, le Shadow Green de chez Mijello, qui est un vert que vous voyez tire carrément sur le noir. Et il manque une case, c'est fait exprès, c'est parce que j'attendais une autre couleur, donc j'ai rajouté après un vert un petit peu plus vif pour compléter tout ça. Et là, je vous fais les zooms, vous voyez bien l'améthyste, vous voyez bien le turquoise outre-mer qui est très beau, le crépuscule, le vert sous-marin, les deux verts véritables de chez Daniel Smith et le jaune crépuscule. Voilà, j'avais fait un zoom pour que vous puissiez bien voir. Là pareil, vous voyez les couleurs une fois qu'elles sont bien sèches. Le rouge pyrrole, il a l'air vraiment hyper saturé, mais c'est comme ça qu'il est en vrai, hein. Donc voilà, je vais quand même vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir les trois gris de chez Daniel Smith que j'aime vraiment beaucoup, à savoir le violet d'ombre, le bleu lunaire et le clair de lune. Donc voilà pour le choix des couleurs et leurs petites distinctions. Maintenant on va enchaîner avec le speed painting et je vais pouvoir vous parler de la démarche que j'ai eue de faire ma palette personnalisée et des différences entre les marques d'aquarelle pour vous aider à choisir et essayer de vous conseiller au mieux. D'abord, petit zoom sur le dessin que je vais peindre aujourd'hui. Donc j'ai évidemment, vous l'aurez compris, utilisé uniquement de la peinture de ma palette personnalisée et j'ai aussi utilisé du feutre à alcool puisque c'est comme ça que je fais, je combine toujours les deux. Donc voilà, comme ça vous pourrez vraiment bien voir l'utilisation que j'ai de cette palette. Je tiens quand même à dire que c'est avec cette palette que j'ai entièrement rempli mon carnet Arteza. Donc voilà, là vous voyez juste que sur un petit coin de la palette, j'ai rajouté une couleur, c'est en fait le rose poterie de chez Winsor & Newton, qui est un rose, ce qu'on appelle nous en français le vieux rose. C'est une couleur qui est très granuleuse, donc elle ne s'utilise pas n'importe comment. Mais je me suis vite rendu compte, justement, en faisant mes décors dans mon carnet Arteza, qu'elle est indispensable. Elle est vraiment très bien pour tout ce qui est effet de pierre, immeuble et tout. Donc voilà. Une autre couleur que je vous conseille, le rose poterie. Au fur et à mesure, j'ai commencé à rajouter pas mal de couleurs, mais on est quand même très loin de tout ce que j'avais au début. Parce qu'en fait, je vous ai parlé donc de ma malheureuse expérience avec l'aquarelle, mais il y a quelque chose aussi qui m'a pas vraiment poussé à essayer de m'y remettre, c'est le côté vraiment pas du tout glamour des aquarelles qu'on trouve en France. Déjà, c'est tout le temps les mêmes marques qui reviennent. Dans n'importe quel magasin, vous trouverez toujours Winsor & Newton et Sennelier. Bonne chance pour trouver d'autres marques, ou alors il faut aller vraiment dans des petites boutiques où là, ce sont les petits patrons du magasin qui choisissent leur marque et il y a un petit peu plus de variété, mais c'est quand même toujours très limité. Et en plus, c'est toujours des marques extrêmement classiques qui font tout le temps les mêmes couleurs. En fait, c'est ça le souci en France, c'est qu'on est resté très traditionnaliste et il n'y a pas du tout ce mouvement qu'il y a en Asie et pas mal aux États-Unis de tout ce qui est les nouvelles marques qui s'adressent aux illustrateurs ou aux jeunes dessinateurs de bande dessinée. Le manga quand même c'est devenu un vrai phénomène. C'est quelque chose qui est complètement entré dans la culture, le fait de vouloir faire de l'illustration, tout ça c'est très actuel, mais vous ne trouverez pas les marques qui sont vraiment destinées aux illustrateurs en France. Et moi je me suis vraiment découvert une passion pour l'aquarelle, c'est l'année dernière, je ne cherchais pas du tout spécialement l'aquarelle, mais je suis tombée sur la palette Pastel Dreams de chez Prima Marketing et c'était tellement joli et toutes ces couleurs pastel, en plus cette boîte thématique, tout d'un coup ça m'a beaucoup plus parlé et j'ai acheté, c'était de l'aquarelle de bonne qualité donc forcément beaucoup mieux que ce que j'avais essayé jusqu'ici et ça a été le déclic. Après le problème c'est que moi je suis un petit peu excessive. Quand j'aime bien quelque chose, il me faut toujours tout et le mieux. Et du coup, j'ai commencé à acheter plein de couleurs de chez Daniel Smith, toutes les boîtes de chez Prima Marketing, tant et si bien que je me suis retrouvée avec genre une centaine de couleurs. Et trop de couleurs tue la couleur. Alors, je regrette pas puisque ça m'a quand même aidé à me... Il a fallu que j'en passe par là pour après me dire, ok, là, t'as toutes ces nuances-là. Comme j'aime pas mélanger, ça m'arrange d'avoir toutes ces nuances, mais
on a tendance quand même, tous autant qu'on est, à retourner tout le temps vers la même couleur. Soit parce que c'est nos goûts personnels, soit parce que les sujets qu'on dessine font que on a plus besoin de telle couleur que d'une autre. C'est le cas par exemple, si vous dessinez des personnages, vous n'allez pas utiliser les mêmes types de couleurs que si vous faites que des décors. Donc, ça c'est la première chose, j'avais trop de couleurs et du coup je commençais à plus réussir à bien choisir. Et en plus, j'avais un vrai problème ergonomique, ça peut paraître bizarre à dire, mais je me retrouvais avec des fois 4-5 palettes ouvertes sur ma table. En plus, une fois que vous avez commencé à utiliser l'aquarelle, il faut attendre un petit peu que ça sèche, donc j'étais envahie, j'avais plus d'espace, il fallait tout le temps que je passe d'une palette à une autre puisque évidemment mes 100 couleurs ne rentraient pas dans une seule palette, donc je passais mon temps à naviguer. Ça a fini par beaucoup m'agacer et je me suis dit ok, quelles couleurs tu n'utilises pas vraiment, quelles couleurs te sont vraiment utiles, et à partir de là j'ai commencé à constituer cette palette personnalisée qui est vraiment très pratique et qui m'a considérablement facilité les choses. Pour la constituer, j'ai réfléchi de deux façons. Je me suis dit quelle couleur tu as vraiment besoin. Évidemment, il y a les couleurs qu'on n'utilise pas beaucoup mais qu'on est obligé d'avoir. Dans mon cas, ça va être tout ce qui est jaune, rouge et noir. Et puis, il faut trouver après un juste milieu avec les couleurs que par contre on aime beaucoup. Donc dans mon cas, c'est le vert, même si je ne saurais pas expliquer. C'est curieux, hein, c'est ce truc que j'ai avec le vert, puisque c'est même pas une couleur que j'utilise beaucoup. Vous voyez, c'est pas comme si je passais ma vie à faire des dessins entièrement en vert. Mais je sais pas, j'ai besoin d'en avoir vraiment beaucoup. Et au moment où je vous parle, je dois en avoir genre une vingtaine. Une vingtaine dans ma palette, c'est n'importe quoi. Bref, toujours est-il que donc... C'est comme ça que je me suis décidée, quelles couleurs sont nécessaires et quelles couleurs sont pas nécessaires mais que j'aime beaucoup. Et ensuite, au niveau des marques, et c'est la partie sans doute pour laquelle vous devez être la plus attentif si vous êtes vous-même dessinateur type bande dessinée et que vous voulez faire de l'aquarelle, sachez-le, toutes les marques ne s'adressent pas aux illustrateurs. Comme je vous le disais, les marques asiatiques, c'est quand même les meilleurs pour nous, puisqu'ils sont très en avance sur ce point-là, sans doute parce que c'est aussi beaucoup plus... la bande dessinée, là-bas, c'est beaucoup plus commun, la bande dessinée et l'illustration. Donc, Mijello, Holbein, Shinhan, et en Europe, Holdoland, quand même, tire son épingle du jeu. Ce sont des marques qui ont vraiment beaucoup de couleurs, très dans l'illustration. Donc, des teintes chères, des couleurs pastel, des couleurs un peu rigolotes, genre des couleurs fluo, des couleurs nacrées, mais vous ne trouverez pas ce genre de nuances dans les marques classiques type Sennelier ou Winsor & Newton. Et même d'ailleurs Daniel Smith, c'est assez étonnant puisque c'est eux qui ont la plus grosse palette, la plus grosse charte de couleurs, ils en ont 260. Pour vous dire, c'est 100 couleurs de plus que l'autre marque qui en a le plus. Donc ils mettent la pâtée à tout le monde, c'est un peu genre Copic chez les feutres à alcool, ils ont 1000 fois plus de couleurs que tout le monde. Bah voilà, c'est un peu pareil avec Daniel Smith. Mais comme ils ne s'adressent pas aux illustrateurs, il leur manque des couleurs essentielles pour moi, par exemple, qui sont les teintes chères. Ils n'ont pas de jaune brillant. Et pas seulement, il y a un autre souci qu'on rencontre beaucoup dans les marques traditionnelles, donc Daniel Smith, Sennelier encore ça va, mais Winsor & Newton, faut vous méfier, c'est la granulation. Alors autant je ne veux pas vous prendre la tête pour tout ce qui est résistance à la lumière, staining, etc. puisque c'est pas tellement important sauf si vous faites des expositions. Donc là vous devez faire attention à ce que votre peinture elle résiste bien à la lumière et tout. Mais sinon pour l'illustration de base ça n'a pas de réel intérêt, ça n'a pas d'impact. Par contre la granulation, ça c'est un vrai problème puisque moi j'ai des couleurs de chez Daniel Smith et de chez Winsor & Newton que j'ai juste arrêté d'utiliser. Parce que soit elles sont difficiles à réactiver, c'est-à-dire que vous devez mettre de l'eau et attendre et remettre de l'eau et beaucoup insister pour que avoir vraiment les pigments qui reviennent. Pas du tout pratique pour l'illustration qui est une technique quand même qui est assez rapide. Et ensuite, la granulation, c'est pas possible. Si la peau de vos personnages ou les cheveux de vos personnages ils sont tout granuleux, ça fait bizarre. C'est joli quand vous faites un joli ciel ou un paysage, mais pas sur des personnages. Donc, par rapport à ça, je pense que progressivement, je garderai que des couleurs de chez Mijello, qui est ma préférée au niveau de la texture. Elle est vraiment très agréable et au moins, j'ai pas de mauvaise surprise. Et je compléterai avec les couleurs spécifiques de Daniel Smith parce qu'ils ont vraiment trop de belles couleurs propres à eux. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui était un petit peu différente, mais j'espère qu'elle vous a plu et que les informations vous seront utiles. J'ai pas dit grand chose sur le dessin, mais bon, vous avez vu, il n'y a pas grand chose à dire. Nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye!